Bonjour et bienvenue dans l'exposition Les Arts en France sous Charles VII qui a lieu au musée de Cluny jusqu'au 16 juin 2024. Je suis Mathieu Deldic, conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée Condé à Chantilly, et je suis avec l'un des co-commissaires de l'exposition. Maxence Serment, conservateur en chef également au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes une équipe de 4 co-commissaires. Citons Séverine Lepape, directrice du musée de Cluny, également commissaire générale de l'exposition, et Sophie Lagabrielle, conservatrice générale ici au musée de Cluny, qui a participé également au commissariat. Le choix des commissaires a été de faire une sélection d'œuvres, de peintures, de sculptures, de manuscrits. Mais vous verrez beaucoup de manuscrits, il faut le dire. Cette exposition a été réalisée en partenariat exceptionnel avec la Bibliothèque nationale de France, qui est un des gros prêteurs de l'exposition. Donc vous verrez notamment tous les grands chefs-d'œuvre de la période, des années 1420 aux années 1460. Et donc le but de cette exposition, c'est de combler une lacune entre la grande exposition Paris 1400 au musée du Louvre et France 1500 au Grand Palais. Il y avait un trou historiographique, et donc de combler cette période en montrant le meilleur de cette période de l'art en France, avec d'énormes guillemets, dans le royaume de France. Les pays bourguignons sont exclus. Entre 1420 et 1460, montrer la vitalité de cette période, qui est certes parcourue par les guerres, mais aussi une période d'intense commande artistique dans toutes les régions, bien au-delà de Paris. On verra notamment beaucoup de régions dont la production éclot à ce moment-là, énormément de commanditaires, de nouveaux commanditaires territoriaux, privés, qui commandent des œuvres d'art à différents artistes, avec une évolution stylistique, des foyers qui réagissent différemment suivant la modernité, des apports de l'Italie, etc. Donc montrer la vitalité finalement de la production artistique en France sous Charles VII. Nous sommes au milieu du XVe siècle. Il y a énormément de grands artistes qui s'illustrent. On parle de Jean Fouquet dans Guerre-en-Carton, de Barthélemy Deck et tant d'autres. C'est-à-dire que on connaît beaucoup d'œuvres d'art, mais finalement on les a pas remises en contexte jusqu'à cette exposition. Et il s'agissait de proposer finalement aux visiteurs et aux lecteurs du catalogue une vision un peu panoptique de l'art en France dans ce règne un peu central de Charles VII, de ce renouveau artistique, de cette reconstruction du royaume, et que finalement ces grands artistes, ces grands chefs-d'œuvre qui sont connus finalement isolément, on a voulu les mettre en musique et raconter finalement cette histoire de cette fin de guerre de 100 ans et de ce début du renouveau auquel on assiste sous le règne de Charles VII. Alors l'exposition commence avec une remise en contexte politique et militaire. Nous sommes dans un règne assez houleux, nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Il faut rappeler un peu les grandes étapes qui ont mené à tous ces troubles, notamment si on commence avec la folie du roi Charles VI, le père de Charles VII, qui cause finalement une querelle de pouvoir entre ses oncles, entre son frère aussi, le duc d'Orléans, qui en 1407 est assassiné par le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, à son tour, en 1419, est assassiné par le parti du duc d'Orléans. Et donc on est face finalement à de grands troubles qui sont finalement empirés par la bataille d'Azincourt, la défaite d'Azincourt, qui met à bas finalement la noblesse française, et puis par le fait qu'un traité en 1420, le traité de Troyes, va permettre de transmettre la couronne de France au roi d'Angleterre à la mort de Charles VI, chose qui va se dérouler en 1422. À la mort de Charles VI, le roi d'Angleterre devient également roi de France. Et donc dans ce contexte-là, que devient notre Charles VII? Le dauphin Charles se réfugie dans le royaume de Bourges, on va l'appeler le petit roi de Bourges. Il n'est pas sacré et il va essayer de résister d'exister malgré le fait qu'il n'est pas sacré, donc il est en défaut finalement de légitimité. Finalement ça va être une pucelle de Lorraine, la fameuse Jeanne d'Arc, qui va être l'un des déclencheurs d'une sorte de reconquête politique et militaire. Et nous avons la chance de présenter ici dans l'exposition 2 documents exceptionnels, l'une des rares lettres signées de Jeanne d'Arc adressées ici aux habitants de Reims, et puis surtout à côté, venant des archives nationales, c'est un registre du Parlement de Paris dans lequel le greffier a dessiné le seul portrait du vivant de Jeanne d'Arc, et celle-ci est figurée
figurer un peu comme une sorcière et un peu comme une prostituée. Nous sommes dans le Paris anglo-bourguignon et évidemment Jeanne d'Arc fait figure d'ennemi absolu. Mais grâce à l'épopée de Jeanne d'Arc, entre 1429 et 1431, Charles VII sera sacré à Reims et la reconquête du royaume va pouvoir commencer avec Orléans et puis ensuite un certain nombre d'autres cités. Et on va finalement assister à une longue reconstruction politique, militaire, économique également, qui va passer par des édits de réformation, de la justice, de l'armée, par des grands procès politiques. On évoque ici aussi le procès de Jacques Coeur, le financier proche de Charles VII, qui va réhabiliter les finances publiques, mais qui va être condamné aussi pour avoir mélangé finalement ses intérêts privés avec les intérêts publics. Et derrière moi, on a un peu l'aboutissement de ce processus de reconquête du royaume. Nous sommes face à une tapisserie exceptionnelle qui vient du musée des Antiquités de Rouen, un peu mystérieuse, très symbolique. On ne sait pas qui l'a commandée, c'est peut-être dans l'entourage royal. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un cerf ailé, c'est-à-dire que c'est l'un des emblèmes de la royauté française depuis la fin du XIVe siècle, qui tient un étendard montrant Saint-Michel terrassant le dragon. Ça fait partie de l'iconographie sainte qui accompagne la monarchie. Et ce cerf ailé se tient dans un enclos sur lequel figure l'écu aux armes de France. Donc il s'agit sans doute de l'enclos du royaume de France, et il s'agit sans doute du roi de France ici, qui est au centre de cet enclos. Et on a deux autres cerfs ailés qui tiennent à leur cou ce même écu fleur-de-lysée, qui rentrent dans le royaume en quelque sorte, qui rentrent dans l'enclos. Et on interprète, alors tout ça évidemment est sujet à discussion, mais on interprète la présence de ces deux cerfs comme étant la Normandie, qui après la bataille de Formigny en 1450 regagne le royaume, et la Guyenne, c'est-à-dire le Bordelais, qui après 1453 et la bataille de Castillon, va également regagner le royaume et être libéré du joug anglais, qui est peut-être figuré derrière ces léopards ou ces lions un peu stylisés, beaucoup moins réussis je dirais, qui sont au premier plan. Et donc on est face ici à une iconographie victorieuse qui va couronner finalement tous ces longs efforts que Charles VII va mener pour recouvrir son royaume. Alors dans cette exposition, il y a bien sûr beaucoup d'œuvres extrêmement connues, mais aussi des œuvres moins connues, voire complètement inédites ou inattendues, et des thèmes également inattendus ou en tout cas novateurs. Et c'est le cas ici pour cette vitrine devant laquelle je me trouve, qui est une vitrine consacrée au livre du roi Charles VII, qui est un sujet vraiment extrêmement important et nouveau. Alors le roi Charles VII était-il un bibliophile? Vaste question. On le présente souvent bien sûr comme ce petit roi de Bourges, certes démis de ses fonctions entre guillemets, non sacré, certes sans argent, du moins durant un temps, mais il est vrai qu'avec son faste retrouvé, la reconquête du royaume, le roi Charles VII, désormais sacré, va aussi pouvoir conquérir son pouvoir également par le livre, comme tous les grands princes de l'époque. Le problème pour Charles VII, c'est qu'on connaissait assez peu de livres. D'un côté, son aïeul, Charles V, était un très grand bibliophile. On sait que Charles V avait une collection exceptionnelle de manuscrits, conservés au Louvre et à Vincennes, 900 volumes, beaucoup de traductions en français, mais cette collection a été malheureusement déjà transmise à Charles VI, mais à la mort de Charles VI, cette collection a été mise en dépôt, entre guillemets, entre les mains du duc de Bedford, régent du royaume, qui, à sa propre mort, malheureusement, la collection est vendue, dilapidée. Donc Charles VII ne reçoit rien de son père et de son grand-père. Et de l'autre côté, Charles VII, on sait, était en très mauvais termes avec son père, avec son fils Louis XI, et il ne transmet manifestement rien. Et dans le fonds originel de la Bibliothèque nationale de France, qui conserve le fonds originel des rois de France, on commence à Louis XI. Et donc, a commencé pour l'exposition une chasse aux manuscrits de différents moyens. Et donc ici, c'est le résultat de cette chasse, avec quand même 3 manuscrits très différents. Un manuscrit, le premier quand même de Charles V, donc le Bréviaire du roi. Charles VII ne le récupère pas directement. En réalité, on le sait grâce à une mention d'inventaire après décès. Ce manuscrit extrêmement luxueux du XIVe siècle, enluminé par les meilleurs artistes parisiens de l'époque, est donné avant la mort du roi Charles V à Jean de Berry, autre grand bibliophile proche du roi. Et ce manuscrit, Charles VII le voit chez les héritiers de Jean de Berry, le désigne
dit qu'il le veut absolument. Il a des réflexes, bien sûr, c'est un prince d'Élise, donc il connaît ces grandes bibliothèques, il a l'habitude, il a été élevé dans le luxe, donc il veut ce manuscrit extrêmement luxueux. Et l'inventaire, pour l'anecdote, nous dit qu'il ne le paiera jamais, parce qu'il est certes très riche au début, mais rapidement beaucoup moins, et finalement, il le veut, il ne paiera jamais ce volume. Mais ensuite, on sait donc qu'il est retranché à Bourges, et à Bourges, il commande quand même quelques manuscrits, notamment ces grandes chroniques de France, un manuscrit important, donc en gros, il n'a rien. Et le premier grand manuscrit, en effet, pour un roi, c'est d'avoir un livre d'heures, un livre de prière. Malheureusement, on ne l'a pas conservé, ou en tout cas pas de façon certaine. Et les grandes chroniques de France sont importantes, puisque les grandes chroniques de France, ce sont vraiment une série de compilations de textes fondateurs qui sont réalisés sous Saint-Louis, complétés sous Charles V, avec l'histoire officielle de la monarchie en français. Donc c'est une façon aussi d'asseoir son pouvoir que d'avoir ce récit de l'histoire de France. Et c'est un manuscrit important puisque le petit roi, non sacré pour l'instant, est impécunieux. Et donc on n'a pas ces manuscrits très luxueux avec ces nombreuses enluminures, ces cycles extrêmement développés. On a juste, entre guillemets, un frontispice aux armes de France, ce qui prouve bien que c'est Charles VII. L'enlumineur est un enlumineur anonyme qu'on appelle le maître de Marguerite d'Orléans, qui est à Bourges à ce moment-là. Il est gyrovague, il ira ensuite travailler dans l'ouest de la France. Et on a juste deux enluminures. En haut à gauche, le baptême de Clovis, et en haut à droite, Charlemagne terrassant les morts. Et cette évocation en haut à gauche, très originale, du baptême de Clovis est très vraisemblablement à mettre en lien avec le sacre, le futur sacre. Peut-être on est probablement dans les années du sacre à Reims, dans ce contexte de ce roi, déjà roi, mais bientôt sacré. Donc pour asseoir finalement par le livre son pouvoir et son autorité. Et le dernier livre, on est à la fin du règne. Donc le roi bien sûr reprend bien sûr énormément de moyens financiers. Les comptes documentent énormément de très grandes commandes malheureusement non conservées. Ce manuscrit-ci est assez original parce que pour le coup, c'est une nouveauté de l'exposition. Il provient bien du fonds originel de la Bibliothèque nationale de France, donc de Louis XI. C'est un livre de poèmes de format extrêmement étrange, de très grand format, réalisé à Paris. Et à la fin du volume, nous avons des séries de grandes pages héraldiques. La première, c'est celle qu'on présente dans l'exposition, aux armes de Charles VII. Et nous avons un poème à l'honneur de la Vierge, ces lignes, et tout autour, un autre poème qui utilise les mêmes lettres, mais qui ceinture l'enluminure en lettres blanches, et qui continue d'ailleurs dans les fleurs de lys emblématiques, qui nous explique que Charles VII est le plus grand, le grand victorieux, etc., etc. Mais ce manuscrit ne sera jamais livré au roi, on le sait, puisque dans l'enluminure suivante, les armes de Louis X le Hutin, donc on remonte dans le temps. Louis XI s'appelle aussi Louis du fait qu'on essaie d'enjamber par ce prénom toute l'histoire problématique de la monarchie en revenant au dernier roi avant lequel la guerre de 100 ans s'est développée, ou en tout cas les prémices, les problèmes dynastiques se sont installés. Mais comme Louis XI, le futur Louis XI, était déjà mentionné par la suite sous les armes du dauphin, il était dauphin sous Charles VII, on modifie les armes et on rajoute, autour de Louis X, on rajoute sacré à Reims en 1461. Ce qui prouve bien que le manuscrit prévu pour Charles VII, en réalité, n'a jamais été livré au roi, puisqu'il est mort manifestement, et donc Louis XI, certes, n'a pas hérité des livres de son père, mais finalement, peut-être que le premier livre offert à Louis XI en tant que roi a été ce manuscrit prévu à l'origine pour son père, qu'il détestait tant. Un des fils rouges de l'exposition, ce sont ces personnages divers, de statuts divers, qui ont commandé des œuvres d'art et notamment des manuscrits, mais pas uniquement. Le roi commande, les grands bourgeois commandent, les grands princes commandent, mais un des fils vraiment majeurs de l'exposition, c'est ce qu'on présente ici, ce sont les commandes des officiers du roi. Toute une classe de bourgeois enrichis pour certains, de nobles pour d'autres, qui au service, qui parfois s'exile à Bourges avec le dauphin, le petit roi donc de Bourges Charles VII, et qui, une fois le roi ayant repris son trône et son royaume, continue de le servir, et cette richesse retrouvée, cette puissance s'incarne notamment par la commande artistique. On en a ici
quelques exemples. Vous avez notamment les deux manuscrits, cet énorme manuscrit de taille aristocratique, comme on dit dans le domaine du livre, un manuscrit qui pèse plus de 25 kilos, qui est la mère des histoires du chancelier Guillaume des Ursins, avec également à côté son livre d'heures, son livre de prière. Et donc cette mère des histoires, qui est une histoire de France, d'Europe, est illustrée par plus de 700 enluminures. C'est un manuscrit vraiment de très très grand luxe. Certes des petites miniatures pour certaines, mais quand même un grand frontispice, et on le voit ici représenté en prière. Alors non pas les deux personnages, c'est lui deux fois, sous sa double expression, à savoir en tant que chancelier et en tant que chevalier. C'est ainsi aussi qu'il était représenté à Notre-Dame sur sa tombe. Et dans son livre d'heures, de plus petit format, c'est un manuscrit beaucoup plus maniable, qu'on doit pouvoir emporter avec soi pour faire ses prières, ses dévotions quotidiennes. Ce qui est extrêmement intéressant et touchant dans ce manuscrit, c'est que nous avons dans les marges, alors bien sûr déjà les enluminures qui sont extrêmement belles, réalisées à Paris dans les années 1450, et qui sont en camailleux de blanc et de gris, rehaussés de couleurs, donc extrêmement gracieux, de très très belle qualité, mais surtout ce sont les marges qui sont habitées par toute une emblématique des ours, Juvénal des Ursins, et également une emblématique autour d'une plante, une acanthe, qu'on appelle à l'époque la blanche ursine. Donc il y a des jeux de mots. Bien sûr les armes également du commanditaire. Et toute cette emblématique se retrouve dans la tapisserie que l'on a au-dessus, qui est un fragment d'une tapisserie plus grande. Alors on ne sait pas si elle a été commandée exactement par le chancelier Juvénal des Ursins ou par un proche peut-être un peu plus tard, mais toujours est-il qu'on retrouve cette emblématique avec l'ours qui s'amuse sur cette branche, et bien sûr la fameuse blanche ursine qu'on a sur la tête. Donc vraiment on est en plein milieu de cette emblématique, le but étant de montrer à toutes les personnes qui voient cette tapisserie, qui voient ces manuscrits, que vraiment le commanditaire est puissant, de montrer en fait voilà que Guillaume Juvénal des Ursins est une famille, alors certes d'extraction bourgeoise, de Troyes, une famille d'officiers, et qui est arrivée aux plus grandes fonctions auprès du roi. Et dans cette exposition on a d'autres commanditaires. On a ici par exemple un fragment du livre d'heures de l'amiral Coëtivy, qui d'ailleurs a été enluminé dans le même atelier que le manuscrit des heures de Juvénal des Ursins, ou derrière moi, cette statue qui est censée représenter Dunois, autre grand personnage de l'époque, qui était le bâtard d'Orléans, le frère bâtard de Jean d'Angoulême et de Charles d'Orléans, le poète, et qui a eu une place extrêmement importante, notamment dans l'épopée de Jeanne d'Arc, et qui a servi le roi pour reconquérir son royaume. Et tous ces grands officiers marquent leur réussite par ces commandes d'œuvres d'art aussi prestigieuses et importantes qu'étaient leurs revenus, leurs finances, grâce à leur place, à leurs offices, à leur domaine. Alors l'un des rêves pour cette exposition, c'était d'exposer côte à côte ce fameux portrait, le portrait de Charles VII par Jean Fouquet, et puis le seul dé médiéval conservé, ce fabuleux chef-d'œuvre qui est également conservé au musée du Louvre. Mais finalement la confrontation entre les deux n'est pas opérante au sein du musée. Nous avons ici réalisé finalement ce rêve que de montrer l'emblématique victorieuse de Charles VII avec son portrait et son dé royal. Alors c'est vrai que, comme on l'a vu, Charles VII a accompagné la reconstruction du royaume et la reconquête militaire par l'affirmation dans les arts de son image, de son emblématique. Et cela passe par un certain nombre de portraits, notamment dû à ce grand artiste sur lequel nous allons revenir, Jean Fouquet, qui travaille pour le roi. On ne sait pas s'il est peintre du roi, en tout cas il travaille pour lui. C'est un immense portraitiste qui est connu d'ailleurs jusqu'en Italie dans ce domaine, et qui livre ici l'un des portraits les plus bouleversants de sa création, où on a un Charles VII en fin de vie, on est dans les années 1450-1455, le visage las, fatigué, comme buriné par des décennies finalement de lutte pour reconquérir son royaume, avec cette encolure et cette carrure très monumentale qui a l'air un peu trop grande pour ce panneau, qui est souligné en majesté avec ce double rideau qui s'ouvre justement sur cette carrure, alors que finalement le roi est assez dépourvu de régalia ou d'autres finalement attributs de sa royauté. Il est agenouillé sur un prie-dieu,
Et en fait, ce tableau était destiné à la Sainte-Chapelle de Bourges, hein, un lieu très, très cher à son cœur, hein, la capitale finalement de son royaume de Bourges, et puis une Sainte-Chapelle fondée par Jean de Berry, son oncle, dans le sillage duquel il a pu s'inscrire. Et sur le cadre, on a justement en français le très victorieux roi de France Charles VII de ce nom, donc qui dit bien la signification et l'ambition de ce portrait, qui fait preuve d'une sorte de réalisme flamand, dépourvu d'idéalisme, mais aussi de cet art italien du portrait d'apparat, notamment ce qu'on va appeler le state portrait, qui est ici à l'œuvre. Et juste à côté, une œuvre extraordinaire qui a été achetée il y a quelques années par le musée du Louvre, qui figure le dé de Charles VII, avec deux anges qui portent la couronne du roi, le tout au-dessus d'un semis d'astres et de soleil rayonnants qui font partie de l'emblématique de Charles VII. Alors on peut imaginer que dans un certain nombre de résidences de Charles VII, on parle de Chinon, de Bourges ou autres, ce dé pouvait être transporté et accompagner le trône du roi. On est face à une tapisserie qui est peut-être attribuée à un peintre qui est actif à la cour, qui s'appelle Jacob de Litzmond, qui est peintre à Bourges, qui est sans doute originaire des Flandres et qui est marqué par la leçon de Van Eyck, ce qu'on peut voir dans les coiffures, ce qu'on peut voir dans les ailes, dans les drapés, etc. Alors c'est une proposition qui est faite ici, mais en tout cas on est face ici à un chef-d'œuvre absolu, assez incroyable finalement de conservation, et qui montre bien que si Charles VII n'a pas été un immense mécène, il n'a pas été un immense bibliophile, il a utilisé les arts pour reconquérir sa légitimité, reconquérir finalement sa place comme véritable roi de France, et ce dé et ce portrait le montrent véritablement. Nous quittons la première partie qui était donc consacrée au contexte historique avec Jeanne d'Arc, la reconquête du royaume, la commande de livres de Charles VII, l'image du roi et la commande des officiers, pour nous concentrer dans cette seconde partie à la diversité des foyers artistiques de ce royaume pluriel et divers. Et donc dans cette sorte d'abside rayonnante, rayonnent justement les différents foyers, Paris, la Normandie, la Champagne, la Picardie, la Bretagne, l'Anjou et également le Lyonnais et le Bourbonnais. Mais la première de ces régions, même si elle n'est plus royale en tant que telle, bien sûr, c'est Paris, la capitale du royaume, mais qui n'est plus aux mains du roi depuis la conquête de la capitale par les Anglais. Et finalement, cette capitale, désertée par le roi, désertée par les grands officiers, est anglaise de 1418 à sa reconquête par le pouvoir royal, très tardivement, en 1436. Alors, la commande artistique s'effondre en partie, notamment pour les arts précieux, mais l'exposition montre quand même qu'il y a un foyer artistique important et une commande importante, ne serait-ce que par l'occupant anglais. Et un des phares de cette section, c'est le manuscrit qui est à gauche de cette vitrine, qui est le célébrissime bréviaire de Bedford, donc le bréviaire qui est commandé par le régent du royaume. Et d'ailleurs, très longtemps, l'enlumineur anonyme, qui était désigné pour avoir réalisé l'essentiel, ou en tout cas coordonné le travail dans ce manuscrit, s'appelait le maître de Bedford, qu'on sait désormais être identifié à Incelin de Haguenau. C'est un manuscrit exceptionnel, déjà de grand format, vous le voyez, mais surtout ce que vous ne voyez pas, il faut aller sur Gallica, le site sur lequel sont numérisés les manuscrits de la Bibliothèque nationale et toutes les collections de la BNF. C'est un manuscrit extrêmement luxueux. Il est commencé en 1424, mais il est resté inachevé à la mort du duc de Bedford en 1435, tout simplement parce qu'il est trop ambitieux. C'est le destin de ces livres trop ambitieux finalement de ne jamais avoir été livrés. Il y a plus de 3000 enluminures dans ce volume, et finalement il a été parachevé, au moins partiellement, après la mort du duc de Bedford, mais jamais intégralement achevé, et il est probable que finalement personne ne l'ait jamais utilisé. Il est vraiment blanc, immaculé, comme s'il n'avait jamais servi. Donc c'est un manuscrit vraiment exceptionnel, comme tous les autres qui sont aussi commandés pour beaucoup par des Anglais. Ce qui est important et nouveau dans cette exposition, c'est qu'on peut voir pour la première fois, et ça il faut le dire et le redire, non seulement les manuscrits
réalisées par ces artistes, mais également des peintures. Alors bien sûr, des peintures, il en reste très très peu pour l'époque, mais ce sont les mêmes artistes à Paris qui réalisent peintures sur panneaux et manuscrits. Dans la grande exposition de la Bibliothèque nationale en 1993-94, quand la peinture était dans les livres, on présentait tous ces manuscrits, quasiment tous. Dans la grande exposition Primitif français en 2004 au musée du Louvre, on présentait tous ces panneaux, mais jamais ces deux médiums artistiques importants n'avaient été mis en regard, alors même que ce sont les mêmes artistes qui y travaillent, et en particulier le fils de Hincelin de Haguenau, le maître de Bedford, celui qu'on appelle le maître de Dunois, désormais considéré comme son fils, Jean Hincelin, qui réalise à la fois ce panneau au-dessus de moi, la Trinité aux chanoines, destinée à Notre-Dame de Paris, pour l'hôtel de la Trinité derrière le maître-autel de la cathédrale, mais également d'autres feuillets du même livre d'heures dont on a déjà parlé, réalisés pour l'amiral de Coëtivy, et notamment on peut s'amuser au jeu des 7 différences entre cette Trinité au centre, qu'on retrouve également dans un des feuillets du manuscrit. Et cette production, cette commande artistique anglaise passe aussi, alors beaucoup par les manuscrits qui nous sont, c'est un biais de conservation, ils sont parvenus jusqu'à nous parce que ce sont des choses facilement vendables, facilement déplaçables, alors que d'autres œuvres, en particulier l'orfèvrerie, sont malheureusement destinées souvent à la fonte. C'est en tout cas le triste sort des œuvres d'orfèvrerie, même si dans l'exposition nous présentons un petit reliquaire conservé à Reims qu'on propose avec une datation un peu différente de d'habitude des années 1440, un superbe reliquaire avec un vase en cristal de roche fatimide, un petit ange en or émaillé en ronde bosse par-dessus et autour une monture réalisée en or avec des pierres précieuses, des grenats et des perles, probablement dans les années 1440-1450. C'est vraiment finalement un rescapé de cette période, de ces arts somptuaires de Paris. Et au centre de cette abside, trône, J plutôt, une personne extrêmement importante, Anne de Bourgogne, l'épouse du régent. La Bourgogne, les Pays-Bas bourguignons ne sont pas dans l'exposition, puisque le but c'était de montrer vraiment les arts en France sous Charles VII. Mais la Bourgogne est quand même présente justement par ses commanditaires, et notamment par cette sculpture qui est vraiment somptueuse, qui est elle-même une rescapée, puisqu'il reste très peu de sculptures de cette époque. Elle a été sauvée au moment de la Révolution par Alexandre Lenoir, qui l'a mise de côté pour le musée des monuments français, et on touche du doigt avec ces sculptures, la beauté, l'importance et la qualité de ces œuvres de sculpture parisiennes, dont il ne reste malheureusement plus grand-chose, si ce n'est cet extraordinaire tombeau où la femme du régent est habillée en grand habit avec cette coiffure exceptionnelle qu'on retrouve dans d'autres manuscrits également pour les femmes de cette époque. Nous quittons Paris et cette capitale donc privée de roi pour rejoindre maintenant la Normandie, autre région extrêmement importante dans le dispositif anglais occupant la France, le royaume, en tout cas la partie nord du royaume. Comme Paris, la Normandie est occupée à partir de 1417, rappelons la défaite cinglante d'Azincourt, et donc la Normandie et Rouen, sa capitale, sont occupées jusqu'en 1449, la bataille de Formigny en 1450, scellant définitivement la récupération de la Normandie par les troupes françaises et par son roi. Mais pour le coup, la Normandie, avec les Anglais présents, en particulier à Rouen, connaît, on ne va pas dire un âge d'or, mais en tout cas, la ville de Rouen, bon an, mal an, s'accommode assez bien de cet occupant anglais et Rouen connaît une période plutôt favorable. Alors on le voit notamment encore et encore par la commande de manuscrits, et ce qui est assez symptomatique, c'est les 2 manuscrits que nous voyons à gauche dans cette vitrine, c'est que nous n'avons pas le nom, comme souvent, le nom des enlumineurs qui ont réalisé ces manuscrits. Ils sont probablement dans les archives, mais en tout cas, nous n'avons pas le lien vraiment avec ces manuscrits. Mais en tout cas, ce qui est symptomatique, c'est que le nom de convention qui leur est donné, un peu comme pour le maître de Bedford dont nous avons déjà parlé, les noms de convention le sont donnés par rapport à leur commanditaire anglais. Ça montre bien quand même que cette commande anglaise est très très forte. On a le maître de Talbot et le maître de Falstaff, avec 2 manuscrits vraiment de taille complètement différente. À gauche, le maître de Falstaff, avec un tout petit manuscrit, un livre d'heures à l'usage de Coutances, et un manuscrit beaucoup plus grand à droite, commandé par la ville de Rouen elle-même, célébrant une prospérité retrouvée après les affres de la présence anglaise. Ce qui est également important, c'est que ces enlumineurs diffusent un style parisien, c'est-à-dire que Paris étant moins importante, même si on l'a vu, la commande quand même persiste, beaucoup d'artistes
partent, soit quittent Paris pour fuir les Anglais et se réfugient dans d'autres, notamment dans l'ouest de la France, mais certains artistes vont notamment en Normandie, puisque finalement, Paris est anglais, la Normandie est anglaise, et que ces artistes voyagent et diffusent ainsi le style parisien très courtois des années 1420, qu'on retrouve de façon un peu différente, mais en tout cas qui finissent par insuffler, par pénétrer différentes productions, et notamment celle de Normandie. Et certains de ces enlumineurs même, une fois la Normandie reconquise par les troupes françaises, partiront avec leurs anciens commanditaires. C'est le cas du maître de Falstaff, qui partira en Angleterre pour finir sa vie, contrairement au maître de Talbot qui lui restera sur place et qui d'ailleurs, sans aucun problème, travaillera de nouveau pour des commanditaires désormais français. Il ne faut pas imaginer que la reconquête de la Normandie et de Rouen va entraîner une rupture totale. Au contraire, les artistes, finalement, changeront de commanditaire assez facilement et la ville va retrouver encore plus un attrait et va célébrer ce retour dans le giron royal par des commandes massives, et notamment la cathédrale de Rouen qui commande des stalles. On a la chance ici d'avoir 2 miséricordes, mais ces stalles sont conservées. Elles sont commandées justement après la reconquête de la ville. Des manuscrits, de la sculpture, de la menuiserie, mais aussi des vitraux. On a la chance pour Rouen d'avoir des commandes de vitraux conservés et déplaçables. Pour une exposition, c'est toujours très difficile les vitraux, car il est toujours difficile, voire impossible, de les démonter. Il y a bien sûr des fragments de vitraux dans les musées, dans l'exposition on en voit, mais on a eu la chance également de pouvoir prélever provisoirement dans des caisses de vitraux déposés, donc ces verrières qui proviennent d'un ensemble beaucoup plus grand pour Saint-Ouen. Et comme je le disais auparavant, ces commandes ont commencé dans les années 1440 et ont continué après également le retour des Français. Donc finalement, le changement de gouvernant, entre guillemets, n'a absolument pas modifié les plans de reconstruction. Et ce qui est très important pour la Normandie, et on le voit ici, c'est que pour avoir des vitraux, très souvent, on refait des vitraux dans les églises pour rénover les vitraux disparus ou endommagés, mais aussi, et c'est le cas ici, quand il y a des églises nouvelles, ou en tout cas des parties d'églises intégralement refaites. Et naturellement, pour avoir des églises refaites, il faut être relativement prospère, parce que ça coûte extrêmement cher, ça prend beaucoup de temps, et on ne peut pas mener un chantier sur plusieurs années si on a en permanence des armées qui arrivent et qui bataillent autour des églises. Et à Rouen, en particulier à Saint-Ouen, on a un chantier dans les années 1440, c'est le début de la reconstruction en France, très très tôt, avec l'introduction du style flamboyant, qui va vraiment faire florès à la fin du XVe siècle, et ces commandes de vitraux, on a ici donc ces anges qui entourent le Christ, qui se trouve, en fait, le fragment n'a pas pu être mis ici dans l'exposition, mais en dessous on a le Christ, donc c'est vraiment une verrière monumentale de chœur, où on a ce Christ triomphant et ces anges qui le surplombent. Alors parmi ces régions, il y a des régions bien sûr bien connues, qui sont des régions géographiques, culturelles, économiques, avec éventuellement des grands commanditaires ou des grands feudataires, des grands princes comme la Normandie. Mais il y a une région qui peut étonner le public, c'est ce qu'on appelle le Grand Ouest. Alors ça n'est pas une région constituée en tant que telle. Le Grand Ouest, c'est une appellation historique qui est née dans les années 1990 pour désigner finalement, notamment pour le domaine du manuscrit, un ensemble de régions, de territoires, l'Orléanais, la Touraine, l'Anjou, le Maine dans une moindre mesure, des territoires qui étaient restés finalement plus ou moins, le Maine était occupé certes, mais les autres régions étaient restées fidèles au roi de France, ou en tout cas inféodées. Le roi de France, bien sûr, le petit roi de Bourges, avait le centre de son pouvoir recroquevillé à Bourges. Donc voilà. Mais cette région a connu finalement un développement un peu particulier, et en particulier la ville d'Angers, qui dans les années 1450 a vraiment connu un développement économique gigantesque et artistique, notamment sous l'impulsion tout d'abord de même les ducs d'Anjou, et notamment Yolande d'Aragon qui était la belle-mère de Charles VII, et ses 2 enfants, Louis III, et notamment le roi René, dont on reparlera par la suite, qui gouvernait à la fois l'Anjou et la Provence. Et comme cette région était relativement prospère, il y a eu des commandes extrêmement importantes, des commandes de vitraux notamment. Alors on est extrêmement content d'avoir ces éléments de verrière somptueusement présentés ici qui proviennent de la cathédrale d'Angers. On a pu bénéficier d'une restauration en cours. Bien sûr, il était hors de question de déposer pour l'occasion des vitraux placés à très grande hauteur. Ces vitraux étaient en cours de restauration et donc
On a eu la chance finalement que l'exposition tombe bien et on nous a prêté donc ces 2 rayons de rose. Donc il faut imaginer bien sûr une rose monumentale placée bien plus haut qu'on ne le voit ici. Et à l'issue de l'exposition, ces vitraux seront remontés à Angers dans leur lieu d'origine. C'est une commande extrêmement importante. Commander des petits vitraux, ça coûte de l'argent, mais commander une grande rose, ça prouve vraiment des moyens financiers considérables. On a la chance aussi d'avoir des documents qui nous donnent le nom des artistes. On est entre 1451 et 1454, et ces vitraux ont été réalisés par André Robin, qui est un peintre verrier, sur des modèles vraisemblablement du maître d'Adélie de Savoie. En tout cas, c'est une proposition de l'exposition. Et à côté donc des arts du verre, encore et toujours des manuscrits. Et dans cette longue vitrine consacrée donc à ce centre extraordinaire et méconnu du grand public qu'est la ville d'Angers et plus généralement l'Anjou, des artistes souvent parisiens, comme en Normandie, qui là pour le coup fuit Paris pour se réfugier en Anjou, d'autres dont on ne sait pas grand-chose, notamment le fameux Maître de Rohan. C'est un prêt vraiment exceptionnel de la BNF, on le prête très peu. C'est un manuscrit extrêmement fragile, mondialement connu, donc ces fameuses grandes heures de Rohan. Un artiste, le Maître de Rohan, complètement inclassable, avec cette image mondialement connue du Christ mort allongé au sol, cadavérique, avec ses chairs vertes, cette Vierge éplorée et ce Saint Jean qui se retourne vers Dieu le Père pour lui demander en gros grâce, pour une explication, et ce Dieu le Père en fait qui est quasiment inactif, qui regarde cette vision d'horreur qui est la mort du fils de la Vierge. C'est un manuscrit exceptionnel qui, alors on ne sait pas exactement pour qui il a été réalisé, on a évoqué notamment un cadeau de mariage, mais il est réalisé dans l'entourage de Yolande d'Aragon. Cet artiste est inclassable, on ne sait même pas à la limite d'où il vient, le Maître de Rohan, on ne sait pas exactement d'où il vient, on a parlé de Paris, il quitte probablement également l'Anjou assez rapidement, mais en tout cas ce manuscrit est vraiment particulier et reflète assez bien la spiritualité de l'époque, à savoir une longue réflexion sur la destinée de l'homme, bien sûr qui, comme le Christ, est destiné à mourir, donc à périr, c'est vraiment quelque chose d'irrépressible et d'impossible à contrer, mais avec derrière l'espérance d'une rédemption. Et on a ce discours extrêmement philosophique et religieux tout au long du volume qui est extrêmement original, sans compter bien sûr cette touche extrêmement particulière du Maître de Rohan, incomparable et qui n'a vraiment aucun équivalent dans l'histoire de l'art au XVe siècle. Et si la Renaissance commençait sous le règne de Charles VII? C'est l'une des thèses de cette exposition, en tout cas le thème de la dernière partie. On a essayé de montrer que finalement les prémices de ce qu'on va appeler la Renaissance, cette redécouverte de l'Antiquité, ce regard vers l'Italie, ce regard vers le réalisme flamand, finalement c'est sous le règne de Charles VII, au milieu du XVe siècle, que les premières manifestations sont illustrées dans le royaume de France. Nous sommes face ici à une réunion exceptionnelle dont nous sommes très fiers. C'est un triptyque qui est réuni de manière tout à fait exceptionnelle avec 3 panneaux qui viennent du musée du Getty à Los Angeles, du musée du Louvre et du musée Fabre à Montpellier, qui figure le triptyque de Dreux Budé. Dreux Budé est notaire et secrétaire du roi, prévôt des marchands, c'est l'un de ses commanditaires de l'entourage de Charles VII, qui va faire appel finalement au meilleur de ce que propose Paris au milieu du XVe siècle pour sa chapelle dans l'église Saint-Gervais-Saint-Protais à Paris. Ici, il fait appel à un artiste qui va s'appeler André d'Ypres, qui est originaire d'Amiens, qui va ensuite être formé à Tournai dans l'entourage de Robert Campin, qui va beaucoup travailler avec Van der Weyden. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir ici au centre du triptyque, cette crucifixion avec ce Christ très allongé est inspiré des œuvres de Van der Weyden. Et il va ici, avec cette peinture à l'huile très détaillée, il va finalement être l'un des promoteurs de ce qu'on va appeler l'Ars Nova flamande, cette art nouveau, c'est nouveau langage qui va se développer dans les Flandres à la faveur des découvertes et des nouveautés promues par Van Eyck, par Van der Weyden ou par Robert Campin, et il va être l'un des vecteurs finalement de la diffusion de ce nouveau langage flamand, notamment à Paris, qui est vraiment à l'avant-garde de cette Ars Nova. Alors ici, nous sommes face à la crucifixion, vous avez ici le Christ ressuscité avec l'épouse et les filles de Dreux Budé, tandis que de l'autre côté, avec
cette scène nocturne qui est l'une des premières conservées de l'histoire de l'art français. Vous avez Drebudet et ses fils qui sont près du Christ au Mont des Oliviers. C'est un triptyque exceptionnel qui montre vraiment le meilleur de ce qui pouvait se faire et le plus avant-gardiste de ce qui pouvait se faire sous Charles VII, et surtout qui montre que cet André d'Ypres, qui est aussi enlumineur, on a un certain nombre d'enluminures, de miniatures derrière moi qui montrent tout son art, que cet André d'Ypres, l'un des promoteurs de ce nouveau langage, est finalement le fer de lance de cet Ars Nova qui va pénétrer dans le royaume de Charles VII, notamment par Paris. Alors, pas très loin, on a d'autres artistes qui sont également actifs dans cette promotion de l'art flamand, notamment le maître de Jean Rollin, dont on a un fabuleux missel. Jean Rollin est le fils de Nicolas Rollin, c'est le fameux commanditaire de Van Eyck, et Jean Rollin va commander un artiste enlumineur parisien, ce fabuleux missel, qui là aussi montre toute une dette à l'égard de l'art flamand. Donc on a un certain nombre de commanditaires qui regardent vers le nord et vont finalement être les promoteurs de ce nouveau langage. Alors on descend vers le sud et finalement on arrive dans la Provence du roi René d'Anjou, beau-frère de Charles VII, l'un des plus grands commanditaires du milieu du XVe siècle, qui va être là aussi le promoteur du renouveau des arts et qui va être finalement l'un des acteurs de ce creuset provençal qui regarde tantôt vers le nord, tantôt vers le sud. Et on est face au chef-d'œuvre finalement de son peintre personnel, valet de chambre, qui est Barthélemy d'Eyck, qui est sans doute lié à la famille Van Eyck, de Jan Van Eyck, et qui est le peintre ici de ce tableau exceptionnel prêté par le musée du Vieil Aix, qui est l'œuvre de Barthélemy d'Eyck suite à la commande de Pierre Corpicci, qui est un drapier proche du roi René, qui en 1442 fonde une chapelle qui va être ornée d'un retable exceptionnel dont on a ici le tableau central, tandis que les deux volets sont à Bruxelles et à Rotterdam. Alors on a tout l'art de Barthélemy d'Eyck qui est ici exprimé. Nous sommes face à une scène de l'Annonciation avec un espace assez domestique qui va précéder cette vision d'une église en perspective. On est face à un artiste du Nord mais qui va regarder délibérément vers l'Italie avec cette construction très rigoureuse. Il est du Nord parce que quand on voit le traitement des tissus, l'attention portée aux détails, aux natures mortes, notamment ce bouquet, les brocarts aussi de l'Ange de l'Annonciation, on est véritablement aussi dans cette Ars Nova flamande. C'est aussi un tableau extrêmement savant dans son iconographie, avec Dieu le Père qui va insuffler la bonne nouvelle à la Vierge, avec ce qu'on appelle l'homoncule, une sorte de petit Jésus qui se dirige vers sa mère. Et puis toute une iconographie qui allie Nouveau et Ancien Testament dans une sorte de syncrétisme très savant, très livresque, d'où d'ailleurs la présence de ces livres sur ce pupitre, cette roue à livres au centre, qui est caractéristique de cet entourage du roi René, de ce creuset provençal. Ce qui est provençal aussi, c'est la lumière, cette lumière crue qui va caractériser l'œuvre de Barthélemy d'Eyck et puis d'un autre artiste qu'on va juste aborder qui est Enguerrand Carton, qui est célèbre pour la fameuse Pietà de Villeneuve-les-Avignon, ce chef-d'œuvre ultime du musée du Louvre, mais qui est aussi un enlumineur et on a la chance de montrer l'un de ses derniers manuscrits, c'est le missel de Jean Desmartins, qui est chancelier de Provence, qui est proche du roi René. C'est un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France et qui montre une sorte de sévérité, de dureté, de lumière assez crue, assez franche, qui rappelle également Barthélemy d'Eyck. Et puis, juste derrière moi, d'autres œuvres qui montrent tout le talent, la polyvalence aussi de ces artistes, notamment de Barthélemy d'Eyck, c'est le livre des tournois, une commande du roi René, cet immense bibliophile qui est une sorte de chevalier idéal, et c'est parmi les derniers feux de la chevalerie sur ce manuscrit extrêmement luminé qui montre tout le déroulé d'un tournoi idéal qui serait coordonné et accueilli par le
par le roi René. Et donc on est face à un artiste qui est véritablement lié à son commanditaire, qui répond à ses demandes et qui fait preuve d'une verve narrative assez proche là aussi de ce que peuvent dérouler les Flamands. Et donc que ce soit à Paris ou en Provence, on voit qu'on est face à des creusets artistiques qui regardent vers le nord, regardent vers le sud avec des artistes qui viennent du nord ou des œuvres aussi qui viennent du nord ou du sud comme des tapisseries, des manuscrits. On a aussi dans l'exposition un manuscrit exceptionnel de la bibliothèque municipale d'Albi qui est enluminé par Giovanni Bellini, qui est offert au roi René et qui montre justement toutes ces interactions géographiques et artistiques dans ces cours très savantes. Et finalement, ça va être le ferment de cette Renaissance, ce dialogue entre nord et sud dont vont s'emparer parmi les plus grands artistes du temps, comme Barthélemy Deck ou Enguerrand Carton. Jean Fouquet est un peu l'alpha et l'oméga de cette exposition. C'est l'un des plus grands artistes du XVe siècle qui va traverser le règne de Charles VII et traverser notre exposition et qui synthétise aussi toutes ces recherches novatrices qui sont ici exprimées dans la dernière partie. Alors Jean Fouquet est un artiste polyvalent qui travaille pour le roi, travaille pour son entourage, qui va donner des modèles pour le vitrail, qui va inspirer des sculpteurs, qui va être un immense enlumineur. On a les grandes chroniques de France qui sont prêtées ici par la Bibliothèque nationale de France. Il est aussi peintre sur émail. Il est évidemment peintre de panneaux, comme on l'a vu avec le portrait de Charles VII. C'est un artiste polyvalent, extrêmement doué, qui va faire le voyage d'Italie. Il travaille pour le pape. Il est connu comme portraitiste. Il va y passer quelques années. Il va à Rome rencontrer Fra Angelico, être imprégné par ces nouvelles recherches du Quattrocento florentin et romain. Il va aussi regarder du côté du nord, il est actif principalement dans le Val-de-Loire, autour de Tours, d'Angers. Il va travailler avec certains artistes qui sont ici présentés dans l'exposition, comme le maître de Jouvenel. Il va aussi travailler à Paris, et donc il est complètement à la croisée, à la frontière de ces nouveaux courants venant du nord, venant du sud. Mais ce n'est pas juste une synthèse un peu molle, il va créer une sorte d'art indépassable selon moi, ou selon nous, qui fait preuve d'une recherche iconographique incroyable, d'une nouveauté iconographique incroyable et d'une technique extrêmement aboutie. Et j'en veux pour preuve quelques œuvres qui sont ici en toute fin d'exposition, notamment une miniature découpée venant du livre d'heures d'Étienne Chevalier. Étienne Chevalier est présent juste à côté, c'est le trésorier du roi de France à partir de 1452 et pour couronner finalement sa nouvelle position, il va commander un des manuscrits les plus incroyables du règne, dont on a ici un feuillet découpé, 40 miniatures autres sont au musée Condé à Chantilly, et on a une recherche iconographique, une recherche de composition, une topographie parisienne extrêmement précise, une emblématique également incroyable, et puis ce dialogue entre l'Italie et finalement une sorte de réalisme flamand qui s'exprime ici. Jean Fouquet va travailler avec d'autres commanditaires de l'entourage de Charles VII, et on a la chance d'avoir 3 manuscrits venant du Getty à Los Angeles et de la bibliothèque de La Haye. Ce sont 3 parties d'un livre d'heures qui a été commandé par Simon de Vary, un livre d'heures commencé à Paris par Jean Esselin, mais qui va être complété ensuite à la demande de Simon de Vary par Jean Fouquet, avec une recherche là aussi iconographique incroyable. On a ce détail extrêmement tendre de la Vierge à l'enfant avec son voile bleu d'azur, dont le voile justement couronne le front de son enfant, et à côté le portrait de Simon de Vary en prière devant la Vierge à l'enfant. C'est une réunion tout à fait incroyable. Et puis, pour couronner cette exposition, dans ce diptyque très fameux qui est commandé également par Étienne Chevalier, trésorier de France, dont les 2 panneaux sont juste ici évoqués. L'un est un Berlin, l'autre la fameuse Vierge à l'enfant qui a les traits d'Agnès Sorel, c'est le chef-d'œuvre du musée d'Anvers. Ce double panneau, ce diptyque qui était commandé par Étienne Chevalier pour sa chapelle funéraire à Melun, Étienne Chevalier étant exécuteur testamentaire d'Agnès Sorel, d'où l'hommage dans ce crypto-portrait qui est rendu à Agnès Sorel. Ce diptyque était
parsemé dans son cadre de petits médaillons sur émail. L'un a été retrouvé à la faveur de l'exposition grâce à des collègues allemands et russes. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'exposer, mais il est dans le catalogue et il est dans la médiation ici. Il a été retrouvé au musée Pouchkine de Moscou. Et l'autre est célébrissime, c'est ce chef-d'œuvre du musée du Louvre qui clôt l'exposition où on a l'autoportrait de Jean Fouquet qui nous regarde, qui nous interpelle et surtout qui s'affirme comme un artiste tel que finalement les artistes italiens du Quattrocento pouvaient s'affirmer. Et il signe d'ailleurs en latin et il montre finalement toutes les recherches qui aboutissent ici. Cet artiste qui affirme son statut et qui travaille pour les plus grands commanditaires du royaume et qui fait montre finalement d'un art indépassable. Et finalement tout ça se passe sous le règne de Charles VII. Et c'est ce que nous avons montré avec les 4 commissaires dans cette exposition, c'est que finalement ce règne qui est dépeint comme une période un peu sombre de notre histoire n'est pas seulement fait de reconquête, de bruit des armes, mais c'est surtout finalement le début d'un renouveau et aussi le théâtre d'immenses artistes tels que Jean Fouquet.